Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1083 de One Piece. Le titre le suivant, la vérité sur ce jour-là. Chapitre très intéressant avec des nouveaux antagonistes, des chevaliers divins, on y reviendra plus tard. Comme d'habitude, je vais revenir sur le chapitre en suivant le déroulé de celui-là. Et on commence tout simplement avec les révolutionnaires et tout simplement une discussion entre Sabo, Ivankov et Dragon qui en fait explique un peu ce qu'il voulait faire, le but de l'opération, détruire le symbole des révolutions, pas des révolutions, des dragons célestes, récupérer Kuma et libérer des esclaves un maximum et surtout bien sûr détruire les réserves des vivres. Et c'est assez intéressant parce qu'on apprend aussi dans cette discussion entre les hauts commandants de l'armée révolutionnaire que tout simplement il y a eu 12 pays qui ont tenté de se soulever et malheureusement seuls 7 s'en sont sortis indemnes. Pourquoi je dis 7? Tout simplement parce que comme le dit Dragon, il y en a 8 qui a réussi mais un qui est déjà disparu, c'est Lulusia ou Rorussia, je sais pas trop comment on pourrait le prononcer. Donc en fait 4 ont échoué. Et c'est assez cool, je trouve, le fait que, je sais, beaucoup d'entre vous trouvez que dans One Piece, il n'y a pas de mort. Sauf que je trouve que vous lisez mal One Piece et que vous ne comprenez pas. Par exemple, quand Dragon dit qu'il y a eu 12 pays où une révolution a éclaté, n'oubliez pas ce que ça a été la révolution dans notre pays, par exemple en France, en 1789. Hein les amis? Ça a été très sanglant. Donc quand Dragon en plus de ça dit 4 ont échoué, c'est-à-dire que 4 peuples ont été matés par les forces du royaume en place, et surtout, Lulusia, on l'a vu, c'est un royaume où tout le monde est mort. Vous vouliez des morts, ah bah là vous en avez beaucoup. Voilà, je dis ça parce que vous me cassez les couilles les gens à dire qu'il n'y a pas de mort dans One Piece. Derrière, donc discussion très intéressante parce que en fait c'est assez cool de voir que en fait ce qu'ils veulent faire c'est un blocus un peu comme a eu notre pauvre merde, oui, Vercingétorix, en tant que bons Gaulois que nous sommes, face à César. Lorsque César lui a fait un blocus, et donc ben, nous les Gaulois, on n'avait plus de bouffe, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus rien. En fait, ils veulent faire pareil au Dragon Céleste. Et donc, on peut voir qu'ils attaquent les convois de vivres, etc. Mais comme dit Dragon, il y en a quand même un peu qui arrivent encore à Maréjoie, mais ils doivent sentir qu'il y a beaucoup moins de denrées, beaucoup moins de nourriture à Maréjoie. C'est assez intéressant parce que on se rend compte à la réaction de, de Iwa que elle est tellement contente de se dire vous allez voir ce que c'est de ne pas manger, parce qu'on se rend compte que dans plein de pays qui payent le tribut céleste, il y a énormément de gens qui n'ont pas à manger. On l'a vu plein de fois, ça les amis. On l'a vu plein de fois. Mais surtout, la chose importante qu'on a dans ce discours entre Dragon, Sabo et Ivankov, mais c'est les chevaliers célestes, les chevaliers divins. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel antagoniste qu'Oda nous sort pour la fin de One Piece? En fait, en réalité, c'est pas si surprenant. Si il veut quand même que Im-sama soit OP, soit un antagoniste final, comme pourrait l'être Barbe Noire, il faut que Im soit puissante. Ça, on est tous d'accord. Néanmoins, il faut quand même qu'elle ait des gens autour d'elle pour combattre Luffy. Pourquoi je dis ça? Barbe Noire, prenons Barbe Noire. C'est le pirate antagoniste premier qu'on voit par rapport à notre protagoniste qui est Luffy. On se dit tous, Luffy pour devenir roi des pirates, pour venger Ace, pour plein d'autres raisons, doit taper Barbe Noire. D'accord, Luffy, Barbe Noire, Zoro, Shiryu, etc. Les commandants, Barbe Noire, Luffy, les commandants contre les commandants. On est tous d'accord sur ça. Mais si on fait le même parallèle avec Im, alors bien sûr on peut penser au Gorosei, on peut penser aux amiraux, on peut penser aux vice-amiraux, on peut penser au Cypher Paul. Mais il faut quand même des gens pour affronter les commandants. Et je pense que c'est à ça que sert l'introduction de ces chevaliers divins. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que même si on se dit mais oui, mais Joupex, tu dis ça, mais comme tu viens de le dire, il y a les amiraux, les vice-amiraux, le Cypher Paul. N'oublions pas la flotte. C'est très important de ne pas oublier la flotte. Luffy a une immense flotte qui n'est toujours pas rentrée dans l'œuvre, qui n'a toujours pas porté action. Et n'oubliez pas ce que le narrateur nous avait dit à Dressrosa, la flotte du chapeau de paille va faire quelque chose d'extraordinaire
dans ce qu'il va arriver dans One Piece. Et je pense que c'est lié à ça. En plus de ça, Dragon nous apprend bien sûr quoi? C'est que ces chevaliers divins, ils vont finir à rentrer en action pour que les dragons célestes aient à manger finalement. Voilà, tout simplement. Derrière, bien sûr, ça continue. On parle de l'assassinat du roi Cobra, du fait que un peu de la désinformation et de la fake news, et Sabo qui dit oui, mais ça attise la flamme de la révolution, etc. Donc, la tristesse qu'on ait perdu un bon roi fait que sa mort a eu un côté positif, parce qu'en réalité, c'est vrai, c'est que sa mort a donné de la force à des gens qui souhaitent se soulever contre les mauvais souverains, ce qu'ils n'étaient pas, Cobra, contre les dragons célestes. Et donc, il a raison, Sabo, de dire que sa mort, la révolution ne peut que trouver ça positif finalement. C'est triste, mais pour l'organisation de la révolution, pour la force dans le cœur des hommes et des femmes faisant partie de la révolution, ce n'est que positif. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir Dragon et Ivankov lui dire l'ennemi numéro 1 maintenant c'est toi mon coco. Alors est-ce que du coup la prime de Sabo va exploser dans le chapitre à venir? Va savoir. Parce que pour l'instant, moi, depuis que je lis One Piece, les amis, depuis que je lis One Piece, l'ennemi numéro 1, c'était Dragon. C'était celui que personne n'avait réussi à capturer, jamais. Celui qui arrive toujours à filer, fuir, défiler. Tu as compris. C'était lui. Est-ce que Sabo va prendre sa place? Comment est-ce que ça va se passer? J'ai hâte de voir ça. Même si on comprend bien que Sabo se fie toujours aux ordres de Dragon. D'ailleurs, la planche avec Sabo sur le corps de Cobra, donc pour venir au message d'Oda que je trouve vraiment cool, dire faites attention. En fait, c'est un peu un message derrière qui nous donne à nous. Et aux gens qui se One Piece, c'est faites attention aux fake news, faites attention aux mauvaises informations. On est dans un monde aujourd'hui où les réseaux sociaux ont énormément d'importance. Et voyez-le, les réseaux sociaux, il y a une bouillie de merdouille, de merdasse, d'informations fausses, d'un seul point de vue manichéen et on oublie l'autre. Et après, on se rend compte des fois, on prend des positions, les gens prennent des positions, mais absolument dantesques pour défendre quelque chose, alors que 2 semaines après, il y a la réalité qui sort et on fait oh, mais on a défendu un salopard. Et c'est très intéressant, moi je trouve cette facette qu'a donné Oda. Ensuite, flashback vraiment cool. On se retrouve à Marijois et on voit en action les Fujitora et Ryukyu et surtout les commandants révolutionnaires. Et il faut que je vous parle de Karasu. J'ai un énorme kiff pour le personnage de Karasu. Pourquoi j'ai un énorme kiff pour lui? En fait, je me suis rendu compte, et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais bordel, si Karasu avait été un ennemi de Luffy dans l'œuvre, mais sa plastique, son chara-design est phénoménal. J'adore son fruit du démon, j'adore sa maîtrise de son fruit, j'adore le fait qu'il attaque avec des corbeaux, parce que j'adore les corbeaux, je trouve ça trop stylé. J'adore sa gueule, qui se trouve est sombre à mort, alors qu'il représente l'espoir de la liberté de la révolution. Je trouve ce personnage phénoménal. Je pense franchement qu'avec Sabo, c'est au niveau du chara design mon personnage préféré, si on oublie Bello Betty, forcément. Qui est une référence à nous Français, parce qu'on n'oublie pas que nous les Français, nous sommes un peuple bien balèze quand vous prenez notre histoire, étant donné qu'on a eu un empereur phénoménal, Napoléon, et surtout quand nos rois ont commencé à nous casser les couilles. Enfin bref, donc ouais, je suis grave cool. En fait, je me rends compte que le personnage me fait kiffer de ouf, quoi. Et merci Oda de m'avoir mis des planches comme ça. Alors, je suis le premier à dire. Attention, il faut pas être méchant envers Oda, parce que vous le savez, je vous le répète, il y a des problèmes de vue, donc les dessins sont moins beaux. Ça ne m'empêche pas de trouver qu'il a réussi à me faire frissonner avec Karasu. La case, en bas de la page, il y a une page, si vous reprenez le chapitre, en bas de la page, on voit les agents après avoir tiré, qui sont comme ça, et la silhouette de Karasu derrière, mais mon dieu, ce personnage.
Donc ça continue. Ensuite, on a la confrontation directe entre Morley contre Ryukyu et Karasu contre Fujitora. Et en fait, c'est phénoménal parce qu'on se rend compte, et c'est ce que je vous disais et que je vous dis plein de fois, les gens qui pensent que les échelles de puissance de One Piece c'est plat, c'est pas vrai. Là, on a un parfait exemple de amiraux qui ne peuvent pas se battre à pleine puissance, et c'est le Cypher Paul number 9, donc le CP9 qui le dit. D'ailleurs, ça fait très bizarre de les revoir, j'ai pas compris pourquoi. Moi, en fait, je pensais qu'ils étaient morts, je vais être très clair, je pensais qu'ils étaient morts après Enies Lobby, et qu'en fait, juste Kaku et Rob Lucci avaient réussi à step up le pas du dessus. Et donc, pour revenir à ça, en fait, ils ne peuvent pas se battre. Ils sont sur la terre des dragons célestes. S'ils pètent leur maison, s'ils les touchent, s'il faut quoi que ce soit, ils sont exécutés. Et ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent rien y faire. Et de notre côté, on peut se dire aussi, alors peut-être que je me trompe, peut-être que Morley et Karasu sont à 100%, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils arrivent bien à se défendre contre eux, aussi bien en tout cas. Mais pour moi, ils ne peuvent pas se battre à 100% non plus, étant donné qu'il y a des esclaves qui sont en train de sauver sous eux, avec eux, sur Marijoa. Et donc on a des commandants révolutionnaires contre des amiraux qui ne sont pas à 100% et qui ne peuvent pas être à 100%. D'ailleurs, c'est assez drôle que voir que Fujitora, qui est quand même, on peut le dire, un amiral qui a toujours eu une éthique, je trouve, très belle, sa prise de position par rapport à Luffy, de le laisser partir parce que le destin l'a voulu, de se foutre un peu en guerre morale contre Kainu, son supérieur. C'est quelqu'un, je trouve, Fujitora, qui est vraiment un peu entre la limite entre le Sword et la marine de Garp, qui est une très juste marine, et la marine totalitaire de Akainu. Et ben là, on se le voit, lui, contrairement à Ryukyu, qui se dit putain merde, ce con de dragon céleste, il me fait chier, je peux pas me battre à 100%. Fujitora, c'est tout l'inverse, il est en mode je vais casser une météorite, j'en ai rien à foutre, en fait, hein. Et je trouve ça assez intéressant. Derrière, on a une petite page avec donc Sabo qui dit je sais où Kuma va, Charlos et son père et tout, il retourne au palais et tout, machin. Donc on peut imaginer qu'ils vont recroiser Shirahoshi. Donc ça, est-ce que le dragon céleste qui avait protégé Shirahoshi, souvenez-vous à la rêverie, va être de nouveau avec elle pour pouvoir la protéger et stopper Charlos, parce qu'il faut pas oublier que seul un dragon céleste, il me semble, peut-être, corrigez-moi si c'est faux, et peut corriger un dragon céleste, sinon c'est un crime. Bon. On voit d'ailleurs que sur la page, Shirahoshi est avec la princesse Mancheri. Vous savez, la toute petite, et elle est encore en train de lui parler, ce qui est assez cool, parce que je trouve ça assez cool la plastique du fait qu'Oda, dans les alliés de Luffy, il y a une princesse sirène immense, et une petite princesse un peu fée qui est toute petite, un peu comme la fée Clochette, ce que je trouve très drôle. Et on peut voir d'ailleurs qu'on voit Bonnie qui est encore en train de chercher son père dans le flashback. Mais surtout, un moment qui m'a beaucoup touché, c'est le fait de voir Vivi dire à Rob Lucci « Lâchez-moi, le seul en qui je crois pour nous aider et pour protéger mon ami Shirahoshi, et qui le fera parce qu'il a une éthique, c'est le vice-amiral Garp. » Et j'ai trouvé ça très beau, parce que souvenez-vous, le vice-amiral Garp n'est pas amiral. Pourquoi? Parce qu'il veut ne pas être obligé de protéger les dragons célestes. Et ça, je trouve ça incroyable de se dire que même dans les peuples, Vivi sait que celui en qui elle peut faire confiance, c'est Garp. C'est Monsieur Garp. C'est pas Rob Lucci. Non, Rob Lucci, elle l'a vu. Elle lui dit « Toi, on a vu. Quand ils s'en sont pris à elle, tu nous as pas protégés. Arrête, tu n'es pas pertinent. » Et je pense que ça fait un petit coup au moral de Rob Lucci, parce que Rob Lucci, malgré le fait que ça soit un fou furieux, un assassin, quelqu'un qui est un combattant, tu vois, c'est un mec, c'est une bête, c'est un fou furieux, Rob Lucci. Je pense qu'au fond de lui, il a quand même envie de remplir sa mission. Et sa mission, c'est protéger les rois. Sauf qu'en fait, il est devant le fait accompli, et c'est une princesse qui lui dit tu ne peux pas protéger les gens, c'est pas vrai. Tu ne peux pas remplir ton rôle, tu ne peux pas protéger les gens, parce que il y a une autorité supérieure à ceux qui ont eu autorité sur toi et qui te donnent des ordres. Si lui il te dit même de te tuer, de te suicider, t'es obligé de te suicider. Tu vois, si t'es obligé de tuer ton meilleur ami ou ton coéquipier, t'es obligé de le faire. Et en fait, elle lui dit, moi je peux pas te faire confiance.
Moi j'ai besoin de Garp en fait. Et je trouve ça super intéressant en fait. Parce que c'est peut-être ça qui va commencer à faire ouvrir les yeux au Blue Shield, se dire putain mais c'est vrai en fait, j'ai aucun libre arbitre en fait. Ma mission, même si je suis un agent du Cypherpol 0, je suis le plus puissant agent du Cypherpol et que je suis un espion, un assassin espion, ma mission c'est de protéger, je ne peux même pas la remplir. Parce que si un dragon céleste à la con se ramène, il a toute autorité sur moi. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et derrière, la dernière petite case, avec tout simplement Cobra qui va rencontrer les 5 doyens et qui dit tout simplement appelle Eshaka d'aller protéger Vivi. Assez cool parce que ça va permettre Vivi, si elle va jusqu'à garde, escortée par Pell et Shaka, et sûrement peut-être par Obuchi, j'en sais rien. Mais assez cool. Assez cool, voilà, assez cool. Petite fin un peu plus molle, mais je pense que c'est pour repartir de plus belle dans le prochain chapitre. J'ai envie de finir en vous disant quand même qu'on est sur un arc légendaire. Oda, je t'excuse pour les dessins. Au vu de ta santé, prends soin de ta santé, maître. S'il vous plaît, prenez soin de votre santé. N'hésitez pas, je sais qu'il n'aime pas ça et ça me frustre. Oda n'aime pas faire beaucoup appel à ses collègues illustrateurs. Enfin, c'est pas illustrateur, mais vous m'avez compris, pour l'aider à dessiner et tout. Mais s'il vous plaît, que le maître, j'espère vraiment qu'il prend soin le plus possible de sa santé parce que je sens, on le sait, c'est la fin de One Piece et il faut qu'il arrive à finir son œuvre. Ça serait trop triste qu'il lui arrive quelque chose. De toute manière, on sait que des gens proches de Oda connaissent la fin. Mais vraiment, j'ai envie d'envoyer un message à moi parce que des fois, je vois vraiment trop de la haine sur les dessins. Et c'est vrai, One Piece est beaucoup moins propre, beaucoup moins beau, les dessins les traits beaucoup moins précis qu'avant. Mais ça fait 20 ans qu'on a cet homme qui massacre sa santé et qui dédie sa vie à nous offrir cette œuvre et ce chef-d'œuvre même, parce qu'il faut le dire, c'est un chef-d'œuvre, qu'il fasse attention. Moi, j'adore Egghead, je trouve ça incroyable. Chaque chapitre, je vous dis que le chapitre est dingue. Et je pense que c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, voilà, je finirai par un message d'amour pour Eiichiro Oda. J'espère vraiment qu'il va pas surménager, qu'il va accepter de recevoir de l'aide, des gens qui peuvent l'aider à dessiner, etc., à soulager son travail, et bien sûr, qu'il va continuer à finir One Piece avec la même qualité, densité et j'ai plus le mot, mais bref, cette même dinguerie que c'est One Piece en ce moment. Les amis, c'est la fin de la critique analyse, on se retrouve pour le chapitre 1084. La critique comme celle-ci du 1084 sera aussi en retard parce que j'ai un mariage ce week-end. Donc tout simplement, je serai pas à la maison pour filmer, pour tourner. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, vous pouvez regarder la dernière critique analyse en cliquant là, et bien sûr, le petit pouce bleu, les commentaires pour me donner votre avis. Des bisous tout le monde, salut, ciao ciao, bye bye.